pour être à peu près sûr et encore de pas trop dépasser ma demi-heure. J'ai écrit mon topo, je vais essayer de pas être trop pénible, mais alors du coup, pour être pas trop pénible, de temps en temps, je vais faire des apartés et du coup, je vais dépasser la demi-heure. Mais bon, ça c'est, voilà, j'ai pas encore résolu la contradiction. Alors voilà une belle image pour commencer, c'est les asthmates, là c'est des papous qui font des mâts ornés extrêmement, j'en reparlerai, j'en dirai deux mots. Et donc avec la question du jour qui sera... alors je me permets une introduction de mon introduction, mais donc il y a Emmanuel qui parlera aussi de questions méthodologiques générales. On ne s'est pas concerté. Donc peut-être que je vais lui marcher par avance sur ses plates-bandes, peut-être qu'elle remarchera sur les miennes, etc. Mais peut-être qu'on ne dira pas les mêmes choses. Enfin voilà, on ne sait pas. Voilà, le suspense est entier. Donc la question est, faut-il prendre les signes extérieurs de richesse et de pauvreté, évidemment de ces sociétés disparues et qu'on retrouve dans l'archéologie, pour argent comptant? Alors donc, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, mais il y a une vingtaine d'années, il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Imposture intellectuelle de Sokal et Bricmont, où il, entre autres, comparait la science à une enquête policière. Et d'ailleurs, c'est une métaphore qui a été reprise par Testard, hein, qui disait quand on fait de l'archéologie, on fait de la police scientifique. Voilà. Alors ici, là, je pense qu'on fait moins la police scientifique que l'inspecteur des impôts, vous voyez, contrôleur des impôts, chargé de voir si le niveau apparent de dépenses correspond bien à la réalité. Alors, au risque d'enfoncer une grotte ouverte, comment dire, il y a un vieil adage qui dit que si les choses étaient ce qu'elles paraissent, il n'y aurait pas besoin de se creuser la tête et de faire de la science. Et notre problème, c'est qu'évidemment, identifier des éventuelles inégalités donc socio-économiques, hein, de richesse dans les sociétés du paléolithique récent, ça veut dire être capable d'aller au-delà de ce qu'elles paraissent et d'essayer de sous-peser par des raisonnements en quoi les quelques traces qu'elles nous ont laissées traduisent ou pas ces éventuelles inégalités. Et autrement dit, il y a un mot que je vais utiliser beaucoup dans mon exposé, c'est celui de marqueur, c'est-à-dire qu'on doit essayer d'identifier des marqueurs. Alors les Anglais parlent des fois de proxy, enfin moi je vais dire marqueur, voilà. Alors donc par marqueur, qu'est-ce que j'entends? Oh, les polices de caractère ont sauté, ça va être tout moche. Par marqueur, qu'est-ce que j'entends? Donc un trait qui est distinct du trait qu'on cherche à étudier, du caractère qu'on cherche à étudier, mais qui lui est lié, soit qu'il en soit une cause, un corrélat, une conséquence, mais enfin voilà. Et donc un marqueur, il va être d'autant plus opératoire que cette liaison sera étroite et qui sera facilement détectable, alors que le phénomène, lui, ne l'est pas. C'est comme ça que, par exemple, on diagnostique certaines maladies. Hein, on cherche les anticorps produits par l'organisme, on ne cherche pas directement la maladie. Et puis c'est aussi comme ça que les paléontologues peuvent reconstituer le mode de locomotion d'une bestiole en regardant la forme de son bassin ou son régime alimentaire en regardant la forme de ses dents. Alors, sur ces histoires de marqueurs, donc il y a deux autres remarque générale. La première, c'est que je fais une distinction entre marqueur social et marqueur archéologique. Alors, marqueur social, j'entends par là tout élément lié par quelque relation de nécessité que ce soit au caractère étudié. Sauf que pour que le marqueur social soit aussi un marqueur archéologique, on a des problèmes supplémentaires. Il faut que son caractère matériel lui permette de se conserver à travers le temps. Et puis, il faut aussi qu'il puisse être interprété de manière non ambiguë, c'est-à-dire que quand on le retrouve, on sache bien que c'est ça et pas autre chose. Et ça fait beaucoup de conditions et qui sont rarement réunies, sinon ça serait évidemment pas drôle. Alors, il va de soi que identifier les éventuels marqueurs archéologiques, c'est un peu le cœur de la coopération nécessaire entre archéologie et anthropologie sociale. Hein, c'est notre terrain commun par essence. Alors, je me suis amusé à mes minutes perdues, mais rassurez-vous, ça va aller vite, à faire un petit schématiquement et formellement les 4 relations possibles entre marqueur et caractère. Hein, on peut avoir le marqueur que j'appelle négatif, c'est-à-dire quand on le trouve, on sait que le caractère n'est pas là. Hein, voilà. On peut évidemment, c'est facile, avoir le positif. Quand on le trouve, on sait qu'il est là, mais évidemment, ça ne marche pas dans l'autre sens. Voilà. Et alors, le saint Graal de l'archéologie, le marqueur que j'appelle identifiant, qui est à la fois positif et voilà,
hein, c'est celui où à tous les coups ça marche, on sait qu'on a le caractère si et seulement si on a le marqueur. Mais évidemment, malheureusement, je ne suis même pas sûr de pouvoir donner un seul exemple de marqueur comme ça. Voilà. Et enfin, malheureusement, la situation la plus courante, celle avec laquelle j'ai peur que nous devions nous dépêtrer pendant ces 2 jours, c'est ce que j'appelle le marqueur probabiliste. Il y a un peu des chances que ça nous dise que, mais on n'en est quand même pas sûr. Et après, on essaye de sous-peser jusqu'à quel point le cercle recouvre le carré ou pas. Et voilà. Mais encore une fois, il y a bien des fois où on n'a pas le choix et on est bien obligé de raisonner à partir de là, de raisonner donc en probabilité, en présomption, voilà, tous ces mots un peu glissants, mais faute de mieux, voilà. Alors, avant que j'en vienne donc à inventorier rapidement les marqueurs possibles des inégalités pour la préhistoire, ben là, il faut que je me lance dans des difficultés qui font qu'il est difficile, comment dire, pardon, excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller, qui font qu'il est difficile justement d'essayer de repérer les inégalités, voilà, et qui tiennent au phénomène lui-même. Je ne parle même pas de sa trace archéologique, mais le phénomène lui-même. Alors, première difficulté, c'est que le paléolithique récent, c'est vaste et c'est long, et que nous n'avons donc, alors là c'est vraiment des trivialités, mais nous n'avons aucune raison de supposer que les sociétés inégalitaires, s'il y en a eu, aient formé des ensembles compacts et donc d'autant plus visibles. Et ça a fort bien pu être des taches plus ou moins petites et plus ou moins éloignées les unes des autres, et évidemment plus c'est petit, plus c'est disjoint, et plus ça va être difficile à repérer. Alors ce qui marche pour l'espace marche aussi pour le temps, hein. Rien ne nous oblige à penser que les sociétés inégalitaires aient formé de longs continuums comme ça. Ben, la question a été soulevée d'un éventuel prolongement dans le Mésolithique, hein, mais voilà, l'inégalité peut fort bien être apparue à certains endroits, puis avoir disparu, même si évidemment il y a une tendance générale dans l'évolution sociale humaine. Je sais que c'est des mots qui écorchent certaines oreilles, mais voilà, moi je les revendique. Il y a cette tendance générale des sociétés humaines donc à être parties d'un stade où l'inégalité matérielle n'existait pas pour arriver à un stade où voilà. Donc au sein de cette tendance générale qu'il faut pas nier, rien n'empêche qu'il y ait eu, et même tout indique qu'il y ait eu des allers-retours, des amorces qui se sont pas concrétisées, qui voilà, etc. Donc là, pareil. Et il y a une troisième difficulté sur laquelle je vais m'arrêter plus longuement parce qu'elle est plus pénible à traiter, qui est que c'est, même en anthropologie sociale, c'est assez difficile en réalité de cerner le phénomène inégalitaire quand on essaye de le cerner de près. C'est-à-dire que ça fait partie de ces trucs, tant qu'on en parle en gros, il n'y a pas de souci, on voit bien de quoi on cause, et plus on en parle précisément, et plus on est embêté. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est laid, pardon. La police, que fait la police? Alors, donc... premier problème, il y a une classification traditionnellement utilisée en anthropologie sociale qui a été proposée par le néo-évolutionnisme américain. Donc on répartit les sociétés en bandes, tribus, chefferies, États. Cette classification évacue en réalité quasiment totalement la question de l'inégalité économique. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, on a d'un côté les bandes qui sont censées être égalitaires, à l'autre bout les États, bon ça clairement c'est inégalitaire, mais au milieu, on ne sait pas très bien d'ailleurs si les tribus sont censées ou pas l'être, et même les chefferies, un certain nombre de gens qui écrivent dessus, en même temps soulignent que c'est inégalitaire, mais en même temps insistent beaucoup sur le côté redistributif, ce qui fait qu'au bout du compte, tout est un peu dans tout et réciproquement. Et par exemple, les tribus, bien malin, qui peut dire si c'est censé être inégalitaire un peu, beaucoup. Voilà. Bon. Alors, cette classification de surcroît, enfin, ou en tous les cas les gens qui l'utilisent, ont des lunettes qui, à mon avis, sont assez ethnocentristes en se focalisant beaucoup sur la question de l'hérédité éventuelle de ces inégalités, avec les fameux achieved ou inherited status, pardon pour l'accent, voilà, du fait que la société, on l'appelle ranked ou pas ranked, etc., sans que tout ça soit très bien défini. Et on voit que c'est des préoccupations, comment dire, qui caractérisent
caractérise notre époque moderne. Hein. Est-ce qu'on est dans une société libre où chacun peut s'enrichir avec égalité des chances, hein, ou est-ce qu'on est dans une société affreuse où il y a des trucs décidés à la naissance? Mais comme la richesse matériel économique est en général héréditaire, au bout du compte, on se dit que finalement, chassé par la porte, l'hérédité revient par la fenêtre et que, bon, voilà, et que cette classification n'est pas forcément la plus utile et la plus féconde. Alors, au passage, face à ces gens donc, qui ne parlent pas beaucoup d'inégalités économiques, j'ai lu aussi des gens qui en parlent beaucoup pour ces sociétés-là, mais d'une manière qui, je pense, noie totalement le poisson. C'est-à-dire qu'on saute de l'autre côté du cheval. Il y a des auteurs donc, qui vous disent qu'en plus des inégalités de biens matériels ou de la détention des moyens de production, alors vous avez des inégalités de réseau social. Vous avez des inégalités de connaissances, des inégalités symboliques, voire des inégalités incorporées, donc en anglais embodied. Donc voilà, quand vous êtes un chasseur plus efficace, parce que vous êtes plus musclé que votre voisin, eh ben, c'est une inégalité, voyez, au même titre que quand vous avez plus de biens. Alors là, à mon avis, cette manière d'appeler inégalité un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu la transposition directe dans la préhistoire de ce qu'on voit dans la théorie économique moderne, où on voit du capital partout, hein, le capital humain, le capital social, le capital, tout ce que vous voulez, tout est du capital. Alors si tout est du capital, on ne sait plus très bien ce que c'est que le capital, bah là, les inégalités, c'est un peu pareil. Alors, donc si on ne distingue pas dans les sociétés humaines les inégalités liées aux possessions de biens matériels, des inégalités liées à, je sais pas, à l'habileté, à l'intelligence, à tout ce que vous voulez, à mon avis, ben, on confond quand même des choses qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Et puis après, on est quand même un peu embêté pour comprendre le basculement qui a fait que quand même, à un certain moment, les sociétés se sont mises entre guillemets, à jouer avec les biens matériels et que les biens matériels ont fait irruption dans les rapports sociaux. Voilà. Or, c'est quand même ça qu'on essaye de cerner. Voilà. Alors, pour en revenir à cette classification évolutionniste, il faut que je dise encore deux mots d'un mot notamment défendu par Hayden, c'est pas le seul, hein, mais voilà, qui parle parfois de transégalitaire. Alors transégalitaire, c'est pareil, on ne sait pas très bien ce que c'est. Si on comprend bien, c'est en fait quelque chose qui coiffe tribu et chefferie, donc on prend deux trucs flous et on les met ensemble, hein, ce qui fait un truc tout aussi flou. C'est juste pour dire que finalement, entre les bandes et les États, bah, y a un machin intermédiaire. D'ailleurs, un certain nombre d'auteurs disent tout simplement middle range society, hein, voilà, c'est le truc au milieu, quoi, voilà, du processus. Et vous voyez qu'au bout du compte, bah, ça consiste à faire de la science en effeuillant un peu la marguerite de l'inégalité, en disant il y en a un peu, beaucoup, passionnément la folie, pas du tout, voilà, et je fais la classification comme ça. Alors il me semble que le seul anthropologue social qui ait vraiment pris la question au sérieux et qui ait vraiment fait avancer quand même quelque chose là-dessus, bon, ça surprendra personne ici, c'est donc Testard, dont je vais dire très rapidement, je rappelle qu'il voyait trois grands mondes, qu'il appelait, faute de mieux, le 1, le 2, le 3, hein, mais où là, les critères de délimitation étaient pour le coup strictement une question économique, de rapport économique. Je n'insiste pas du tout sur la différence entre le 2 et le 3, qui est censé délimiter donc l'existence de classe sociale au vrai sens du terme. Mais en tous les cas, entre le 1 et le 2, c'est donc la présence ou pas de la richesse et donc des inégalités de richesse qui différencient la chose. Alors, l'approche de Testard, à mon avis, donc, est extrêmement utile, mais, parce qu'il y a forcément un mais elle nous laisse quand même un certain nombre de problèmes et de questions non résolues. Et voilà. Alors, quels sont ces éventuels problèmes? J'en ai trouvé trois. Enfin, pour aujourd'hui, j'en ai trouvé trois. Premier problème, donc Testard, excusez-moi, avait lui-même cherché à identifier le ou les phénomènes techno-économiques qui seraient liés à l'apparition des inégalités de richesse. Et je rajoute, à titre personnel, dans une perspective matérialiste, qui les expliquerait. Alors depuis très longtemps, j'y reviens pas, pour l'archéologie et l'ethnologie, ben, enfin l'anthropologie sociale plus exactement, on disait ben, c'est l'agriculture, hein, la révolution néolithique, etc. C'est ça la démarcation. Et donc
Manu en a parlé tout à l'heure, Testard a été de ceux voilà, qui ont dit attention, l'agriculture ne marche pas très bien, et il y a quelque chose qui marche beaucoup mieux que ça, c'est le stockage alimentaire. On constate une corrélation bien plus forte entre stockage alimentaire et inégalité qu'entre agriculture proprement dite et inégalité. Et donc ce qui nous amène entre autres à distinguer parmi les chasseurs-cueilleurs, eh bien, ceux qui font du stockage alimentaire, là, avec les Nootka de la côte nord-ouest, vous voyez ce qui pend au plafond, là, c'est pas les chaussettes, hein, c'est les poissons en train de sécher, hein, et les chasseurs-cueilleurs, on va dire, canoniques, alors traditionnellement considérés comme canoniques, mais il n'y a pas de raison de les penser plus canoniques que les autres, hein, qui sont les chasseurs-cueilleurs mobiles, égalitaires, voilà, etc. Donc, par exemple, les SAN. Alors, avec cette idée que, donc, on a une équivalence entre stockage alimentaire et inégalité de richesse, on pourrait se dire qu'on a enfin un bon critère opératoire qui marche mieux que l'agriculture, etc. On a la forme du bassin et la locomotion, vous voyez, on a le truc qui va marcher. Premier problème, c'est que ça ne marche pas toujours. Voilà. Par exemple, Testard avait signalé, alors là-dessus il n'a pas trop insisté, mais enfin voilà, c'est que le stockage, c'est pas quelque chose de binaire, hein, il n'y a pas ceux qui stockent pas du tout, et puis ceux qui stockent beaucoup, et au milieu il y a des gens qui stockent, là aussi c'est la marguerite, hein, mais enfin un peu, voilà. Et alors pire que ça, ces gens qui stockent un peu, pour un certain nombre d'entre eux, c'est même la condition de la mobilité. C'est là où ça devient vicieux, c'est-à-dire que d'habitude, normalement le stockage, ça va de pair avec la sédentarité, ou un degré prononcé de sédentarité, mais il y a des gens embêtants, par exemple certains Inuits, qui ont des caches le long de leur trajet annuel, hein, et c'est grâce à ces caches, donc à ce stock relatif, qu'ils assurent leur mobilité. Donc ça, c'est le premier truc intermédiaire. Et alors, il y a un autre aspect sur lequel Testard est passé, à mon avis, un peu vite, c'est-à-dire qu'en même temps, il l'a signalé, et en même temps, il est passé à la suite sans en tirer un certain nombre de conséquences, c'est qu'il y a quand même des gens des sociétés qui ont développé des inégalités sans stockage du tout. Hein, alors, le grand exemple ethnographique, c'est donc les Calusa, qui étaient une chefferie, pour reprendre le mot des Américains, de Floride, hein, sur laquelle on a quand même un certain nombre de bons témoignages ethnographiques, plus des recherches archéologiques qui ont été menées. Société très hiérarchisée, hein, avec un chef couvert de bijoux, etc., des esclaves qu'on tuait à la mort du chef, etc. Enfin, tout ce qui va bien dans une société très nettement hiérarchisée. Et ces gens-là faisaient quasiment pas d'agriculture et ne faisaient aucun stock. Ils étaient au bon endroit où il y avait des ressources toute l'année. Voilà. Alors, donc le théorème qui dit que, le stockage va de pair avec l'inégalité sociale et réciproquement, et se heurte, il marche globalement très bien, mais il ne marche que très bien. Voilà, il ne marche pas parfaitement. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle richesse, ce qu'on appelle même la richesse. C'est pareil, tant qu'on reste relativement loin, c'est simple et ça marche bien, et quand on s'approche, on voit des soucis qui apparaissent. Alors, deuxième problème, c'est que l'usage principal de la richesse, selon Testard, c'était donc de faire des paiements. Des paiements, en particulier les paiements de mariage, les paiements pour compenser le prix du sang. C'est comme ça que les biens matériels arrivent dans la vie sociale, bien plus que par les échanges, etc. Et là, j'ai une photo de prix de la fiancée en Papouasie, où la jeune fille vient de se marier. Voilà. Alors, sauf que, c'est pareil, on voit des cas d'inégalité et de richesse qui apparaissent et qui ne sont pas liés à des paiements. Alors, on ne le voit pas très souvent, mais on en voit. Alors moi, un des exemples, il y a deux exemples sur lesquels je suis tombé, un peu différents. Premier cas, les Inuits de l'Alaska, donc qui sont là pour le coup, eux, relativement sédentaires, mais qui sont des gens où il y a nettement des riches et des pauvres. Et le riche, c'est pas. Et eux, ils n'ont pas de prix de la fiancée, pas de verguide, enfin pas de prix du sang, pas de choses comme ça. Mais ils ont des gens qui possèdent ces baleinières là, ces grands canaux, etc. Et ceux-là, ils ont une position économique. C'est eux qui détiennent les stocks, c'est eux qui, etc., etc. Alors, c'est une voie un peu alternative, vous voyez. Ailleurs, la richesse, bon, évidemment, c'est pas la terre puisque
elle est en libre accès, mais c'est un certain nombre de biens qui servent pour les paiements, etc. Ben, chez les Inuits de l'Alaska, c'est bon, avec un peu d'anachronisme, une irruption, on pourrait dire, enfin une naissance capitaliste de la richesse. Hein. Le riche, c'est quand même celui qui détient le moyen de production, hein, ce qui n'est pas la règle générale, mais qui est un... Voilà. Et alors, la photo à côté, c'est un cas encore plus embêtant, enfin, tout aussi embêtant, mais encore plus inattendu. C'est un peuple d'Amazonie, de chasseurs-cueilleurs, et dont il y a 3 ans, un travail a montré qu'ils avaient des esclaves, à tel point d'ailleurs là aussi, ils les tuent pour accompagner les morts, la mort de leurs propriétaires, etc. Donc une forme d'esclavage qui n'est pas du tout anodine. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Et ces gens-là sont des purs chasseurs-cueilleurs mobiles, sans prix de la fiancée, sans tout ce que vous voulez, etc. Ils ont l'esclavage. Voilà. Alors, l'esclavage, d'une manière générale, est, comment dire, un sous-ensemble des sociétés à paiement. Hein, donc, quand Testard dit bah, j'ai mon monde 2, là, celui des sociétés à paiement, à richesse, etc., effectivement, on constate que les sociétés qui ont l'esclavage sont un sous-ensemble de ça. Donc, globalement, ça marche très bien. Et puis, on se retrouve avec des bizarreries comme ça. Et là, on se dit, est-ce que l'esclave, c'est une richesse ou pas ? Et on est bien embêté, parce que si on dit si une richesse, ben oui, mais c'est une richesse qui correspond à rien d'autre des autres définitions de la richesse, et si on dit c'en est pas une, ben oui, mais enfin, appeler une société esclavagiste une société sans richesse et donc égalitaire, ça grince un peu. Je mets le doigt sur les questions, j'ai pas les réponses. Hein, enfin, vous pouvez toujours me les demander ensuite, mais voilà, c'est des questions que je me suis posées. Et enfin, on a un autre problème avec la richesse, comment dire, émergente, c'est qu'on tombe sur ce que j'appelle, faute de mieux, des formes bridées et des formes intermédiaires. C'est pas la même chose. Par forme bridée, j'entends des sociétés dans lesquelles il y a incontestablement de la richesse, mais où il y a des dispositions, des institutions, tout ce que vous voulez, qui limitent l'action de cette richesse, et en particulier des structures collectives, hein, des groupes constitués, etc., bah, qui vont faire qu'on ne sait pas par quelle boule prendre. Hein, je relisais récemment les NIFC, enfin je dois le prononcer très mal, les gens de l'île de Sakhaline, etc., où l'ethnographie vous explique que tout individu cherche à s'enrichir, etc., et que quand il devient riche, du coup, il a quand même, voilà, il a un peu pignon sur rue, etc., mais il appartient à un groupe de parenté, et s'il y a une tuile, une amende à payer, un problème dans le groupe de parenté, de droit, tous les biens, y compris des riches du groupe de parenté, doivent servir à payer l'amende. Donc, comment vous appelez ça ? Vous appelez ça une société où il y a des riches ? Bah oui, mais en même temps, vous voyez, des riches qui ne sont pas les riches de chez nous, quoi. Enfin voilà, donc là, on a vraiment, on sait pas, voilà, on sait pas par où l'attraper. Et alors, le deuxième problème, que là aussi, Testard n'a pas eu le temps de traiter, c'est que, évidemment, on sait très bien qu'entre monde 1 et monde 2, même s'il y a une transition, tout ce qu'il y a de plus fondamental, abrupt, enfin, comment dire, brutal, tous les adjectifs qu'on veut, il y a eu forcément une période intermédiaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la société se soit réveillée un matin avec, ça y est, boum, la richesse était arrivée, alors qu'elle n'y était pas la veille au soir, et que, voilà. Et donc, même si on suppose que ces formes intermédiaires ont été limitées dans le temps, etc., parce que c'est un processus qui est arrivé très vite, on trouve quand même un certain nombre dans l'ethnographie de cas où on ne sait pas très très bien où classer la société. Est-ce que, voilà, je parlais des asthmates tout à l'heure, les asthmates c'est un peu ça, hein. On dit en même temps c'est embêtant de dire qu'il n'y a pas de richesse chez eux, parce que quand même il y a celui qui possède plus de plants de sagou que l'autre, etc., et ça lui donne des possibilités, etc. Et en même temps la richesse joue quand même un rôle relativement mineur dans la société, et on se dit on est quelque part entre les deux, voilà. Alors avec tout ça, évidemment, beaucoup de, beaucoup de soucis. Alors, j'en arrive donc, voilà, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de faire, voilà, ça, c'est bon, c'est réglé. Alors, j'en arrive à la troisième et dernière série de questions, si seulement le PowerPoint, voilà, c'était essayer de faire un peu la liste des marqueurs potentiels. Alors évidemment, étant donné le temps dont on dispose, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire la liste complète, et je vais faire une impasse à peu près totale sur la question du caractère naturaliste de l'art, etc., sur laquelle je
pas complètement convaincu par ce que dit Manu, mais en même temps, je ne sais pas très bien quoi répondre à ça. Enfin voilà, je ne sais pas quoi en faire, donc je vais éviter d'en parler. Mais par contre, je vais faire un certain nombre de... évoquer un certain nombre d'autres facteurs, puisque de toute façon, on est bien d'accord que si on mène l'enquête, on mobilise tous les indices possibles, et de toute façon, c'est ça l'idée. Alors, pour commencer, donc, est-ce que la sédentarité, évidemment, à supposer qu'il n'y ait pas d'animaux de transport, etc., peut marcher comment dire, comme marqueur? C'est un peu un marqueur négatif, on l'a vu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'animaux de transport et que vous êtes une société mobile, si on en croit l'ethnographie, il y a quand même, alors cas des Yuki mis à part, qu'on ne sait pas où ranger, hein, mes Indiens d'Amazonie esclavagistes, voilà. Mais enfin, dans le reste du gros, en gros, on peut dire il y a quand même raisonnablement pas de chance que vous soyez inégalitaire. Enfin, ça fait beaucoup de négations à la fois, mais enfin voilà. En gros, les sociétés inégalitaires sont des sociétés sédentaires. L'inverse n'étant pas vrai. Hein, voilà. Mais le problème, c'est que cette sédentarité, faut-il encore arriver à la repérer archéologiquement? Et je crois, enfin là, c'est pas mon rayon, mais j'ai cru comprendre en lisant ceux dont c'était le rayon que ce n'était pas forcément la chose la plus facile à faire. Et voilà. Mais en tous les cas, ça n'est pas un marqueur positif. Ça veut dire que on peut avoir de la sédentarité sans inégalité. Et par exemple, Testard donnait le cas des cultivateurs d'Amazonie qui ne stockent pas et qui sont des cultivateurs relativement sédentaires, mais qui n'ont pas développé d'inégalité de richesse. Donc, si on est sûr qu'ils ne sont pas sédentaires, on est à peu près sûr qu'ils ne sont pas inégalitaires. Mais si on est sûr qu'ils sont sédentaires, on n'est pas pour autant sûr qu'ils étaient inégalitaires. Voilà, y arriver. Alors, le stockage, c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. Ça va être du niveau probabiliste, puisque je n'y reviens pas. Le stockage n'implique pas toujours la sédentarité qu'a des Inuits, de certains Inuits, et donc les inégalités. Mais c'est quand même un marqueur probabiliste qu'on peut considérer quand même qui marche globalement bien, voilà, même si ce n'est pas absolu, et qu'il y a aussi, je rappelle, les Kaluza, des non-stockeurs inégalitaires. Alors, je dois, au risque d'être trop long, mais je vais essayer de parler plus vite du coup. Je n'ai pas de montre. Voilà. Il faut que j'ouvre une parenthèse parce que pour essayer de rendre compte justement des cas à la Kaluza, c'est-à-dire de ces gens, ou les asthmates, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais les asthmates rentrent dans cette catégorie-là aussi, donc de ces gens qui ne font pas de stock, mais qui ont quand même développé les inégalités de richesse. J'avais essayé de développer une piste dans des travaux précédents en disant que finalement, ce qui compte dans l'émergence des inégalités, c'est sans doute moins le stockage en lui-même, mais le fait que la société produise d'une manière significative des biens qui sont meubles, donc aisément transférables, pas des maisons, durables et qui incorporent une importante quantité de travail. J'avais appelé ces biens des biens W, parce que W en anglais, c'est à la fois le travail et la richesse. Hein, voilà. Et mon idée, c'était à partir du moment où dans une société, vous avez un nombre significatif de ces biens-là, que vous pouvez basculer vers les paiements, en particulier les paiements de mariage, avec une liaison logique qui se comprend, à mon avis d'ailleurs qui se comprend mieux qu'avec le stockage, parce que je l'ai soit dit en passant, Testard constate que le stockage est lié au paiement, mais pour l'expliquer, quel est le rapport entre faire du stockage alimentaire et payer le prix de la fiancée, ça ne saute pas aux yeux. Hein, et d'ailleurs, ça ne sautait pas aux siens non plus. Alors que, à mon avis, les biens W, ça ne marche pas trop mal. C'est-à-dire qu'on se dit, si dans une société, il y a des biens qui incorporent plusieurs mois, plusieurs années de travail et qui sont des biens durables et transférables, le basculement de se dire, plutôt que pour me marier, je vais travailler 5 ans pour toi, ou tu vas travailler 5 ans pour moi, donne-moi des biens qui équivalent en gros à 5 ans de travail et on est quitte, et moi je vais pouvoir m'en servir ensuite pour faire autre chose. On se dit que ça marche pas mal sur le plan logique. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on est fier. Enfin, moi, je suis très fier. Là, je me dis, ça y est, j'ai trouvé un super marqueur des inégalités, c'est les biens V. Le bien W. Problème, est-ce que ça marche bien comme marqueur social et archéologique? Ça marche bien à condition de ne pas s'en servir. Mais quand on veut s'en servir, ça marche beaucoup moins bien. C'est-à-dire que ça marche en théorie, puis en pratique, pas là. Pourquoi? Il me semble que j'ai
une épine dans le pied que je n'arriverai pas à enlever, c'est que ces histoires de biens W, vous savez, c'est un peu comme pour les plus vieux, mais le fût du canon dans le sketch de Fernand Reynaud. Hein. Combien faut-il produire de biens W pour passer aux inégalités et au paiement? Réponse, un certain nombre. Voilà. Et une fois que vous savez ça, vous dites que quand vous tombez sur une société qui a l'air d'en faire un certain nombre, c'est bien compliqué de se dire est-ce que cette société a effectivement basculé vers les inégalités ou pas. Voilà. Alors, il y a un autre marqueur, voilà. Voilà. Oui, je critique moi-même mes propres hypothèses pour vous éviter d'avoir à le faire. Ça vous évitera peut-être pas. Mais, un autre marqueur possible, c'est évidemment la monnaie, puisque à partir du moment où on est dans une société où il y a des paiements de mariage, de vergelt, etc., il y a forcément des formes de monnaie. Est-ce que la monnaie fait un bon marqueur? Alors oui, la monnaie fait un bon marqueur social, encore que je rappelle qu'il y a quand même quelques sociétés inégalitaires, mais alors je ne suis pas creusé, mais les Inuits de l'Alaska, je ne suis pas persuadé qu'ils aient une monnaie identifiée comme telle, vu que la richesse ne se présente pas pour faire des paiements, donc voilà. Puis alors, par contre, c'est sûr que la monnaie fait un piètre marqueur archéologique pour plein de raisons, dans un sens parce que des fois vous vous servez comme monnaie de choses tout à fait ordinaires. Quand vous avez les ports de Nouvelle-Guinée qui servent de monnaie, quand vous retrouvez un port archéologique, si j'ose dire, savoir si c'était un porc qu'on élevait pour le bouffer ou si c'était un porc qu'on élevait parce qu'il pouvait aussi servir à vous acheter, à payer pour une femme, je ne vois pas quels critères. Voilà. Inversement, on pourrait se dire, oui, mais il y a des formes de monnaie qui sont justement des objets pas ordinaires, qui sont justement des choses fabriquées pour ne pas servir. Typiquement, la super lame de hache néolithique, etc., qui ne servira pas à battre des arbres, parce que malheureux, si vous en servez, vous allez la casser, mais qui, par contre, sert de moyen de paiement. Le problème, là aussi, c'est que archéologiquement, on peut supputer que ça servait de monnaie, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en être sûr, au sens où, comment écarter l'hypothèse qu'il y a des choses qui ont été faites pour de la parure, pour de l'œuvre d'art, on pourrait dire gratuite, etc. Alors évidemment, plus on en a, plus cette hypothèse-là doit être écartée. Le problème, c'est qu'on en a rarement beaucoup, et donc on tombe sur des éléments, etc. Alors je pense par exemple au collier sur lequel les collègues d'Erico et Van Ayren étaient tombés sur le Magdalénien. Est-ce que ce machin-là, qui exige clairement beaucoup de travail, etc., est-ce qu'il fonctionnait comme monnaie? À part répondre, c'est bien possible. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin et écarter la possibilité que c'était une très jolie parure, après tout. Voilà. Enfin, je n'ai pas trouvé de critères formels qui permettent... voilà. Est-ce qu'on peut... Pardon. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser les dépôts funéraires? Alors ça, c'est très utilisé par les archéologues, pour une raison simple, c'est qu'ils tombent dessus tout de suite. Voilà, donc ils ont tendance à beaucoup raisonner à partir de là. Je pense qu'Emmanuel va sûrement en dire quelques mots. Ça marche là aussi en très gros. Mais dans le détail, pour des raisons évidentes, c'est que d'abord, toutes les sociétés inégalitaires ne font pas des dépôts funéraires inégalitaires, à commencer par nous. Ça, c'est très simple. Nous, nos milliardaires ne se font pas enterrer avec moult, voilà, etc. Donc, dans un sens, on comprend très bien. Et dans l'autre, on peut trouver une certaine inégalité dans les dépôts funéraires, et j'élargirais à un traitement différencié des morts, sans que ça signifie des différences de richesse. Et ça, on en a plein de cas ethnographiques chez les Australiens. Les morts sont traités de manière très différenciée, y compris au sein d'une même tribu, et avec souvent, je crois, les ethnologues qui se sont grattés la tête pour essayer de comprendre quand est-ce qu'on faisait ça plutôt que ça, et quand est-ce qu'on faisait autre chose, etc. En tous les cas, pas parce qu'il y a des riches et des pauvres, vu qu'il n'y en a pas. Voilà, donc pareil. Alors, évidemment, à un certain degré, je veux dire, quand on tombe sur la sépulture de Varna, etc., avec quelqu'un enterré avec des kilos d'or, etc., bon, là, clairement, on voit à quoi répondre. Mais quand on tombe sur tous ces cas un peu intermédiaires, on se dit, sans doute, peut-être, faut voir, mais voilà. Et on n'a pas de critères. Alors, je finirai à peu près. Alors, pardon, on a ça, je vais aller très vite.
Testard, par exemple, avait suggéré des choses autour des morts d'accompagnement qui signifient donc des sociétés inégalitaires. Là, je crois que c'est tout à fait incontestable. Le problème est, là aussi, il y a des cas archéologiques pas faciles à décider. Je pense que Bruno nous en parlera, hein, et où on peut... on s'interroge pour savoir si c'en était ou pas. Hein. Quant au mégalithisme, apparemment ça marche très bien, mais je viens de lire des trucs sur les sociétés du sud-est des États-Unis actuels, où apparemment des braves chasseurs-cueilleurs égalitaires construisaient des monts, alors c'est pas des mégalithes, mais enfin c'est quand même et des tumulus quand même assez importants. Et est-ce que c'est là aussi un petit caillou dans le pied du mégalithisme comme marqueur d'inégalité? Je ne sais pas, à creuser, mais en tous les cas, je pense que de toute façon, si on part du principe que tout ce qu'on dit en réalité, quand on vérifie de plus près, s'avère faux, souvent, on a souvent peu de chances de se tromper. Dernier cas qui touche à ce que dit Manu, mais que je vais aborder sous l'angle un peu plus général que celui de l'art. Alors, on a déjà commencé à en parler tout à l'heure. La spécialisation, alors là d'abord, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses entre, je crois Jacques Pellegrin qui avait proposé ce vocabulaire-là, qu'on peut reprendre, donc lui proposait de distinguer spécialiste et expert, au sens où il y a des tâches qui peuvent n'être effectuées que par certaines personnes, et il dit ça c'est l'expertise, et il y a des personnes qui n'effectuent que certaines tâches, et ça, c'est des spécialistes. Hein, et les deux vont pas toujours dans le même sens. Hein, et donc, par exemple, chez les Australiens, on va dire, on a des experts du... Voilà, ça y est, je me suis trompé. Des experts du rituel. Hein, donc, ceux qui dirigent les rituels ne sont pas n'importe qui, et ce sont des gens choisis, formés, tout ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas des spécialistes, au sens où, par ailleurs, ils chassent, ils pêchent, ils font la cueillette, enfin leurs épouses en tous les cas, voilà. Alors, si on parle, il y a une vieille idée comme quoi la spécialisation, et là je parle bien de la spécialisation, alors je peux utiliser un autre mot d'économiste, la division du travail, autre que sexuée. Voilà. Alors, il y a une vieille idée qui traîne que la division du travail est un marqueur de l'inégalité. Je pense que c'est une idée qui remonte en fait même aux Lumières et avec des vieilles idées sur le surplus. Vous voyez, le jour où les producteurs de nourriture produisent plus de nourriture qu'ils n'en ont besoin pour manger eux-mêmes, et bien du coup on voit apparaître, etc., etc. Alors petit problème déjà de logique, en admettant même les prémices qui à mon avis sont fausses. Mais enfin voilà, question même de logique. En faisant ça, vous expliquez la division du travail, vous n'expliquez pas les inégalités de richesse. C'est-à-dire que même si vous acceptez tout le raisonnement, ça vous dit pourquoi à un moment donné vous avez des potiers, des métallurgistes, etc., etc. Ça ne vous dit pas pourquoi vous avez des exploiteurs, c'est-à-dire des gens qui vont vivre sans travailler. C'est pas la même chose. Or, dans le raisonnement sur le surplus, en général, on confond tout ça, on se coupe bien fort et on dit, ce qui compte, c'est le surplus de nourriture, et après, tous les malheurs en découlent. Alors, il me semble que la spécialisation marche assez bien comme marqueur positif des inégalités, au sens où seules les sociétés inégalitaires sont spécialisées. Mais je pense que, j'ai essayé de réfléchir à ça, que s'il y a un lien, c'est un lien de corrélation, c'est pas un lien de cause à effet. Et je dirais bien qu'on a de la spécialisation que dans des sociétés qui ont déjà une production matérielle assez abondante, des biens W, pour dire, pour ramener mon idée de tout à l'heure, et que donc ce sont des sociétés dans lesquelles la richesse s'est développée, mais en réalité par d'autres voies, et que la spécialisation est un contre-coup éventuel de ce développement économique général, alors qui peut effectivement nous servir de marqueur au sens, si on trouve des spécialistes, on sait qu'on est vraisemblablement dans une société à richesse et à inégalité. Le problème, c'est que là aussi, déterminer archéologiquement la différence entre expertise et spécialisation me semble être extrêmement difficile. C'est-à-dire que même quand on voit quelque chose d'extrêmement élaboré,
je ne crois pas qu'on puisse prouver en quoi que ce soit que ce quelque chose est l'œuvre de quelqu'un qui ne faisait que ça, plutôt que de quelqu'un qui faisait ça beaucoup, mais tout en continuant à faire autre chose. Voilà, et je pense que là, bon. Alors, j'ai dit, je vais conclure, donc voilà, hop, oui, bon, ça, je passe rapidement. Alors, pour conclure en quelques mots, j'ai bien peur de devoir faire une conclusion très attristante, voilà. Mais en tous les cas, que nous cherchons à appréhender un objet qui est donc assez, sans doute assez évanescent, parce que ça, encore une fois, on cherche sans doute des sociétés localisées dans le temps, localisées dans l'espace, et dans lesquelles la richesse ne s'était pas forcément développée sous des formes, on va dire, pleinement épanouies. En tous les cas, rien ne nous autorise à penser que c'était forcément le cas. Alors, ça, et en plus, pour appréhender ça, bah, vous avez vu que les uns après les autres, on n'a que des outils assez insatisfaisants. Voilà. Alors, pour quand même essayer de remonter le moral général et de se dire qu'on ne sait pas, on n'est pas venu jusqu'ici pour rien, quitte à... je ne pense pas qu'on soit quand même complètement impuissant pour discuter de la chose. D'abord, pour commencer, et quitte à énoncer une évidence, la première chose à faire, me semble-t-il, va être de procéder en différenciant les aires géographiques et les régions, et les moments dans le temps. C'est peut-être une des objections que vous aviez vis-à-vis de la méthode de Haydn, qui a un petit peu tendance à tout ramasser, à secouer très fort et à dire voyez, ça marche, voilà. Donc évidemment, il faudrait quasiment faire une enquête, voyez, avec un tableau, un tableau à 3 dimensions, indice, lieu, moment, et voir. Voilà. Ensuite, on n'aura sans doute pas de marqueur identifiant et on n'aura sans doute même pas de marqueur très fiable au sens où on peut dire à 99%, etc. Cela dit, je disais qu'au début, on était des policiers ou des contrôleurs fiscaux, finalement, à la fin, on est un peu dans la position du tribunal, parce qu'une fois que les flics ont ramassé les preuves, le juge doit juger, ou le jury doit juger. Les jurys ont à juger un certain nombre d'affaires où il n'y a pas ni enregistrement vidéo, ni preuve ADN, etc. Ça n'empêche pas qu'on essaye quand même de se faire un avis, et un avis par faisceau de présomption, tout simplement. Alors, avec la quantité de doute qui va avec et qu'on doit être capable peut-être d'estimer, mais qui n'empêche pas de se dire il y a quand même des trucs qui, à cet endroit-là, à ce moment-là, pointent quand même dans cette direction, et inversement, là-bas, je trouve un petit truc qui pourrait, mais enfin, il est tout seul, isolé, voilà. Bon, alors, de ce point de vue-là, il me semble que on n'est quand même pas complètement, encore une fois, démunis. D'abord, pour commencer, et là encore, je ne suis pas archéologue, donc vous me corrigerez de toutes les bêtises que je pourrais dire, mais enfin, de l'avis, sinon général, du moins quand même assez souvent formulé, du côté du Gravétien oriental, etc., il y a quand même un certain nombre de trucs qui font dresser l'oreille. Voilà, donc en particulier le dépôt funéraire de Sungir, mais pas seulement, puisqu'on a quand même des indices assez forts, semble-t-il, mais Luc me corrigera, ou d'autres, voilà, d'une sédentarité plus ou moins marquée, etc., etc. Donc on se dit, peut-être que dans ce coin-là, quand même, il n'y a pas rien, ou en tous les cas, il peut ne pas y avoir rien. J'ai d'autres pistes comme ça qui me semblent devoir être discutées. Les feuilles de laurier solutréennes, alors qui sont assez rarement, curieusement, je trouve assez rarement convoquées dans ces discussions sur l'inégalité, mais dont on peut quand même se demander, vu que c'est quand même des choses qui n'ont aucune utilité productive et qui demandaient beaucoup de boulot, si quand même c'était pas des monnaies. Alors, quitte à ne pas avoir de réponse formelle à la question, mais enfin, en tous les cas, il me semble que voilà, on a quand même quelque chose à discuter autour de ça. Autre élément, donc le collier de Saint-Germain-la-Rivière, là dont je parlais tout à l'heure, où les collègues, eux, tranchaient en disant ça a été fait de manière uniforme, donc c'est des monnaies. Je ne suis pas sûr que l'argument fonctionne. Je pense qu'on peut faire de la parure de manière uniforme pour que le collier soit joli et que ça ne démontre pas qu'en soi, c'est de la monnaie. Mais que le problème se pose, ça par contre, voilà. Et pour le magdalénien, je rajouterai une idée que je dois à Boris, qui n'a pas pu venir, mais qui me l'a soufflé dans le tuyau de l'oreille, qui disait qu'il y avait une production
d'un certain nombre de biens un peu raffinés sur du traitement des os, etc., qui pourraient laisser penser que est-ce que ça ne serait pas des biens W et que, voilà, que cette société magdalénienne n'était pas déjà un peu penchée du côté d'une production matérielle, comment dire, un peu abondante et dont la probabilité qu'elle ait basculé vers la richesse était non nulle. Voilà, je m'excuse pour cette conclusion normande, mais... Enfin, je me dis je m'excuse, mais en fait c'est rhétorique, je m'excuse pas du tout, mais je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Voilà. En tous les cas, moi je ne peux pas faire beaucoup mieux. Est-ce qu'on se requinquerait avant éventuellement d'en venir aux mains, hein? Ouais. Ouais, on se requinque. Ok. Et ben donc c'est la pause.